Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. On panel B-Side de Montréal. Je suis accompagné d'un panel qui est quand même assez fou. Fait que je vais le laisser se présenter en partant de ce côté-là. Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Est-ce qu'on dit notre titre? C'est comme c'est tu comme veux, ça. t'es libre. Ok. On est dans un pays libre, avec le consentement aussi. Je suis le président à vie du Venezuela. OK. Andréane Bergeron, directrice de la recherche chez GoSecure. Dominique Derrier, V-Ciseaux et puis et apporter un peu de bonheur dans le podcast avec les boissons qu'on a à table. Bonjour, moi c'est Steve Lavoie de Micromédica à Trois-Rivières. Je suis directeur technique d'un fournisseur de services géré à Trois-Rivières. Sam Harper, journaliste chez Pivot et cofondateur de Cybercitoyen. Oui. C'est toi, Sam Harper? Oui. Eh ben! C'est lui! Le sujet de démarrage, les compagnies de cyber, dans les dernières semaines et derniers mois, ont connu des problèmes assez importants de tout acabit. Ça force un certain regard sur nous-mêmes, à mon avis, comme quoi on est une industrie qui veut jouer dans la cour des grands, mais même nos grands joueurs ne sont pas tout à fait capables d'assurer le fait de jouer dans la cour des grands. Fait que je vous pars avec ça, puis partez. Feu! Moi, j'ai quelque chose à dire, mais après que d'autres personnes aient dit quelque chose pour que je puisse les contredire. Fait que je vais laisser quelqu'un d'autre parler en premier. Ouais, mais André avait déjà dit qu'elle va être l'avocat du diable. Fait qu'on peut pas en avoir deux sur le même Mais j'ai dit panel, deux avant. avocats. Fait que... Non, ben ok. Je vais peut-être me lancer. Je pense que la prémisse est pas fausse, mais c'est à l'instar du reste. Tu sais, Fortinet, CrowdStrike, etc., ils ont tous subi, Snowflake, ils ont tous subi des ratés dernièrement dans les dernières semaines. Mais si on se projette en arrière, puis il n'y a pas si longtemps que ça, regarde 2020, la pandémie. S'il y a bien un événement qui a démontré la faiblesse de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement au sens large, c'est bien cet événement-là. Tu sais, que ça soit la compromission de c'est 3CX, la compagnie de téléphonie IP, que ça soit Colonial Pipeline, que ça soit Desjardins, que ça soit l'autre. Tu sais, l'intégration des systèmes économiques ou politiques ou technologiques ou autres font en sorte que c'est inévitable ce genre d'événement-là. Tu sais, on a fait beaucoup de cas de CrowdStrike avec ce qui est arrivé avec Falcon Insight. Tu sais, c'est un peu immanquable, c'est une conséquence du système dans lequel on œuvre, je pense. Tout est profondément intégré post-mondialisation, que c'est pratiquement impossible de se retrouver dans une situation qui est autre que ça dans l'état actuel des choses. C'est pour ça que je voulais dire ça après. On dirait que je suis en train de faire un post-scriptum de quelque chose, là, mais... C'était comme ça a l'air préparé. Ouais, non, je suis juste bon pour bullshiter. Mais non, mais tu sais, je pense que c'est pas unique à notre industrie, c'est ça mon point. Je pense que c'est à l'instar du reste de la société que tout tient avec du duct tape et de la gomme. Oui, mais c'est parce que, puis là, c'est là l'autre pendant à ça, c'est parce que nous, comme industrie, on dit qu'on n'est pas fait comme ça. On est meilleur que les autres. On a un certain nombre d'acteurs plus vocaux que d'autres, tend à dire qu'on est meilleur que les autres et que les autres sont donc de cette présomption-là. Je trouve que c'est ça. Ben, que meilleur que le reste des autres industries? Ben, on se compare au TI, par exemple. Ouais, ok, peut-être on est compagnie ensemble, ok, je comprends. Oui, ouais. On est un peu. Puis juste l'événement CrowdStrike, dans l'instant qui a suivi, il y a des compétiteurs qui se sont démontrés qu'ils étaient meilleurs que CrowdStrike. Dans lequel cas, c'est un pari très risqué parce qu'il n'est pas dit que ces compagnies-là ne pourraient pas manger une claque en pleine face dans un avenir proche. C'est la même chose que ce qui est arrivé avec Fortinet là, au moment où on enregistre, c'est quasiment chaud et ça sort de la presse. Probablement que les compétiteurs de Fortinet sont en train de recouler de bonheur parce qu'ils vont aller essayer d'aller prêcher à tout le monde qu'ils sont meilleurs que Fortinet quand dans les faits, pas convaincus qu'ils sont si meilleurs que ça, que dans ce cas-ci, Fortinet, que ça. C'est comme tu mentionnes, c'est systémique, c'est global ce problème-là, puis ça transcende bien en dehors des SI. Mais nous, on est là-dedans, fait qu'on l'a en pleine face, puis en plus, on a tendance, en tout cas un certain nombre de personnes, d'être moralisateurs sur tu devrais changer ton mot de passe, tu devrais pas cliquer sur les liens. Reprendre un peu tes recherches sont très intéressantes d'ailleurs.
On a tendance à être moralisateur, puis là, finalement, c'est nous qui se retrouvons dans une position où on se fait moraliser parce que on a échoué comme industrie à cet égard-là. C'est dans cette perspective-là. Puis ça m'emmerde quand mes parents me posent la question, c'est quoi ça, CrowdStrike? Moi, je ne me tente pas d'expliquer une affaire qui est fait abstraite pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Ça m'embête beaucoup, ce genre de situation-là. Comme Flipper Zero, au début de l'année, m'a embêté. J'explique à mes parents qu'est-ce que Flipper Zero, je fais comme « What? » Ah, c'est un petit gadget. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. La statistique, c'est 97% des logiciels ont un bug. Et on est donc, pourquoi est-ce que les logiciels de sécurité auraient une exemption magique qui ferait qu'il n'y en aurait pas? Donc, mécaniquement, il va y en avoir. Après, c'est sûr que les outils de sécurité, les outils de réseautique, quand ça ne marche plus, ça se voit. Notamment, puis quand ils ne fonctionnent pas, nous, comme sécurité, on va leur dire vous n'avez pas fait votre job. C'est un peu ça, un peu le défi. C'est tu n'as pas patché tes affaires comme il faut. Tu as été vulnérable, on te l'avait dit, mais tu ne l'as pas fait. Ouais. Non, mais ça, c'est la petite frustration des ciseaux, des gens de sécurité qui ont dit on vous l'avait dit, et donc, vous êtes fait avoir et on appuie sur là où ça fait mal. C'est peut-être une petite vengeance. Ça, c'est un point humain plus qu'un point technologique ou un point d'organisation. Bon, finalement, je ne veux plus être l'avocat du diable parce que je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. Mais dans un récent blog que j'ai écrit, je déplorais justement le fait que toutes les compagnies se sont mis à réagir sur le fait de, dans le fond, à surfer là-dessus puis à dire vous devriez venir avec nous, puis essayer de prendre les clients qui peuvent au passage. C'est pas ma job marketing, c'est pas ma job vente, fait qu'évidemment, je suis pas préoccupée par ça. Moi, tout ce que je me disais, c'est on est là, tout dans notre coin, puis on se dit thank God, c'était pas nous. Parce qu'effectivement, ça se prouve, ça se serait pu. Là, je veux dire, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, comme tu disais, Nicolas. Puis l'autre chose dont je parle dans ce blog-là, justement, c'est que là, cette fois-là, c'était une erreur de code. Okay? Mais, il y a quoi? J'ai la statistique ici, 60% des organisations entre 2016 et 2022 vont avoir reporté avoir experience an outage. Puis là, rappelez-moi outage en français. Outage. Outrage au tribunal. Interruption de service. Ouais, okay. Interruption de service, j'aime bien. Interruption de service, puis tu sais, la raison numéro 1, c'était pas un bug de code, c'était pas, les raisons les plus présentes, c'était power outage. Donc, un manque d'électricité, là, dans le fond. Et là, tout ça, puis dans le fond, je suis juste venue à réfléchir qu'on s'en fout un peu. On est là à chercher c'est la faute à qui aussi, là, dans toute cette histoire-là. Puis, au final, on s'en fout un peu, c'est la faute à qui ou c'est à cause de quoi? C'est quoi la cause du prix de service? La question, en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est... en tout cas... Je ne sais pas si on devrait s'en poser, mais on est donc bien dépendant. Tu sais, ça nous rappelle juste à quel point on est dépendant de toutes ces technologies-là. Tu sais, le monde a arrêté de tourner parce qu'il y avait un code qui ne marchait pas. Là, tu sais. Fait que ouais, ça nous parle beaucoup de notre résilience. Puis moi, c'est plus là-dessus que je me suis concentrée à réfléchir que sur c'était la faute à qui, puis on est... Puis l'idée que je voulais dire, que quand les compétiteurs de CrowdStrike qui ont décidé de faire la publicité, cette décision-là, c'est pas les ciseaux qui sont moralisateurs, c'est les gens de marketing qui ont décidé de faire les gens d'affaires qui sont les gens de marketing. C'est pas nous qui travaillons en sécurité qu'on fait la morale de tout le monde, c'est des gens de marketing qui ont décidé d'en profiter. Là, c'est un autre... Dans du conseil, dans du V-ciseau, dans du ciseau, il faut jamais se moquer de l'accident de chez quelqu'un. Non. C'est jamais, parce que ça va porter le mauvais œil, donc il faut surtout pas ça. Et puis, il faut avoir de la sollicitude, il faut avoir envie de pouvoir les aider, parce que le jour où ça nous arrive, on ne veut pas se faire pointer du doigt. Donc, puis on a tout du caca dans nos culottes, dans nos réseaux, hein, tu sais, hein, oui. C'est ça, tu sais. On va tout dire, moi, chez nous, je suis parfait, là. Je sais, c'est jamais parfait. Mais c'est le principe de don't throw rocks if you live in a glass house, là. C'est ça. Mais l'industrie entière est comme ça. Puis tout le monde a ses cadavres, puis son PC, son application qui est désuète, puis etc. Puis on vit tout avec ces contraintes-là qui sont liées parce que l'argent n'est pas infini, les ressources ne sont pas infinies. Puis ça c'est en TI ou dans d'autres, c'est la même affaire, mais on est là à dire on doit vivre avec ça. Là, puis après ça, avec les conséquences de ces choses-là quand ça brise. Là, ben, tu sais,
Tantôt, il y avait un. Excuse-moi, je vais faire rapidement un point, puis pour ce que tu viens de dire, il y avait un talk tantôt qui parlait de vérification des dependencies. Puis à main levée, un des deux speakers a demandé qui check les dependencies, puis c'est clean, c'est qu'il n'y a personne qui a levé la main là, dans la foule. Là. Personne n'a le temps de faire ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de pression qui est mise sur les développeurs pour livrer. Ouais. Puis le système entier est délétère à ce niveau-là. Il n'y a rien qui est fait pour la sécurité dans le milieu de la sécurité. Tout est fait pour maximiser les profits des actionnaires. Fait que tout ça teinte. C'est inévitable, ce genre de situation-là, selon moi. Mais tu sais, moi, je suis plus un observateur extérieur de l'industrie. Je suis un peu déçu. Moi, j'étais sûr que vous étiez toutes sur la coche, en tout cas. Mais, Pas celle-là, pas celle-là. Mais non, mais c'est ça. Mais comme tu sais, c'était inévitable aussi parce que il y a une tendance aussi à la concentration, comme dans toute autre industrie. Puis, veux pas, quand tu as quelque chose qui marche bien, tu as tendance à le mettre sur des systèmes critiques très importants qui continuent à bien marcher. Puis, quand ils arrêtent de marcher, on s'en rend tout compte justement parce qu'ils ont pris une importante quand il y a des hôpitaux qui arrêtent de fonctionner, quand que les avions sont obligés de rester au sol, ça a un impact. Mais tu sais, là, la dépendance, les gens qui n'ont pas levé la main, ils n'ont pas envie de voir aussi toutes les dépendances. Parce que oui, ça prend du temps de les checker, puis tu n'as pas envie d'être conscient, parce que quand tu es conscient, tu es obligé de le faire. Donc, on essaye de se voiler un peu la face, on essaye de se cacher un peu, parce qu'on vit mieux avec ça, mais ça, c'est là tu sous-entends que c'est un choix. Moi, je pense que c'est pas un choix. Je pense que le daily grind fait en sorte que c'est même plus une question qui est posée, c'est juste il n'y a pas le temps de vérifier l'ensemble des dependencies, les sub-dependencies. C'est un choix. Oui, je rajoute que c'est un choix parce qu'on a des organisations qui volontairement ne feront pas d'analyse de risque parce qu'ils ne veulent pas connaître la situation, parce qu'ils vont devoir agir en conséquence ou ils devront être redevables à leur board, ils vont être redevables à un vérificateur externe, à whatever. Fait qu'en fait, comme, hop, je l'ai pas vu. Il y a que les imbéciles qui sont heureux, hein, parce qu'ils savent pas, donc c'est correct. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est clair que quand tu n'as pas ça à rajouter, t'as pas. Voilà. Alors, tu vas voir, hein, si tu as un trou dans ton plafond au-dessus de ta chambre, ça va pas prendre long avant que tu le rebouches. Quand tu l'as vu. Quand tu l'as pas vu, correct. Oh, ça laisse un point mort. Tu fais la conversation avec ton... Oui, j'ai l'air d'être le seul à avoir des trous dans mon plafond chez nous. Là, tu payes-tu tes choses comme il faut? Tu payes quelqu'un pour réparer non, c'est correctement? bon, je suis rendu pas mal. Ils sont aux normes? Respecter les normes, mais le départage entre le daily grind et le fait de ne pas le voir est quand même important. Puis les deux points demeurent somme toute valides. Puis dans certains cas, on maintient une certaine forme de daily grind tellement grand ou tellement de pression sur les gens qu'on, par le fait même, on arrive à l'aveuglement volontaire parce qu'on n'a pas les ressources pour y arriver. Mais ça, on l'a vu dans un autre talk aujourd'hui sur la roue, les changements où les gens comprennent c'est quoi un phishing. Ils sont capables de l'expliquer, mais dans le rush du travail à faire, à un moment donné, oui, tu lis ton courriel en diagonale, puis ça se peut que tu tombes dans le panneau parce que c'est la pression du travail qui va le faire. C'est pas parce que tu n'as pas compris le concept. C'est la course à l'optimisation qui ferait qu'on serait moins secure, c'est ça? Ou on mettrait des œillères pour pas le checker? Ça fait partie un peu de... Tu sais, on fait des campagnes de sensibilisation, puis quand je vois des clients qui disent « J'ai cliqué sur le mauvais lien, ils nous appellent après », c'est souvent ça, ils vont dire, c'est lundi matin, ils rushent, il faut qu'ils débourrent la boîte de courriel qui est rentrée le matin, les commandes, ici, ils ont d'autres obligations qui disent qu'ils doivent transférer la paye avant telle heure, etc. C'est tout le temps quand ils ont des pressions externes qu'ils ont tendance à faire des erreurs. Bon, comment régler ça, c'est une autre affaire, là, mais la pression externe, les gens n'ont pas le temps d'analyser chaque courriel, prendre le temps, etc. Alors finalement, je vais la laisser de côté, on la regardera demain avec mon gars TI qui est probablement aussi occupé que toi, etc. Ça, là-dessus, elle avait quelque chose, tu sais, comme sujet, là. Mais c'est une bonne réflexion. Est-ce que l'accélération, l'optimisation, le fait d'aller toujours plus vite, plus efficient, nous rend plus idiots ou plus sensibles ou plus cliqueux sur tous les liens?
plus vite, c'est pas nécessairement plus efficient. Tu sais, c'est. Ben, j'avoue que quand tu prends un courriel de phishing et tu crées un incident, tu viens de perdre beaucoup d'efficience pour les prochains jours. Pas super Ben, efficient. on organise des campagnes de phishing, c'est clair que dans les 30 prochaines secondes, il y a quelqu'un qui va cliquer puis qui va rentrer. Ouais. Il avait le temps, hein. Il avait le temps en masse, mais il clique dans les 30 prochaines secondes. Ouais. Mais les gens sont pas moins intelligents, Dominique. Ils sont... Ouf! C'est juste qu'on s'attend à ce qu'ils soient des experts alors qu'ils le sont pas. Puis ça, je trouve ça déplorable. Parce que c'est notre job de les protéger, pas la leur. Là. Eux, ils ont leur job déjà à faire. Puis nous, on est comme, voyons, pourquoi t'as cliqué? Mais ils ont déjà leur job à faire. Ouais, puis il y a ça, puis il y a l'événement, puis là, je ne me rappelle plus du nom de l'étude en question, c'est quand les ceintures de sécurité des autos sont devenues obligatoires, les conducteurs sont devenus plus négligents. Donc, il y a eu une augmentation des accidents parce que les gens se sentaient plus en sécurité. Puis dire, là, dans nos organisations, on met beaucoup d'énergie à dire, vous êtes en sécurité, on met un antivirus, on met des choses. Fait que dans la tête des gens aussi, tu sais, ils disent, je suis dans une organisation, moi, il y a quelqu'un, il y a un super expert avec des outils magiques qui va venir me sauver de cette situation-là. Fait qu'on a tendance à descendre un peu nous-mêmes notre vigilance. Là, tu es en train de dire que les utilisateurs sont pas assez on the edge. Ben, un peu, là. Ben, Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que d'être sur le edge de savoir que c'est le données phishing aussi. Là. C'est un peu ça que ça, mais en même temps, comme on leur vend l'idée qu'on les protège, ben, comme le fait de la ceinture de sécurité, ben, ils vont réduire eux-mêmes leur vigilance parce que ça demande d'énergie d'être vigilant. Et quand tu as une quantité d'énergie définie dans une journée, et dans cette journée-là, dont tu as 8 heures que tu dois consacrer au travail pour lequel tu es rémunéré, pas réfléchir sur le phishing. Tu n'es pas payé pour voir le phishing. Tu es payé pour faire ce que tu es payé. Fait que là, ensuite, là, tu prends ce temps-là, un peu d'énergie, tu le mets dans faut que je réfléchisse. Puis si je peux dire, non, ils sont super bons, moi, j'ai rien à faire, ben, je vais rien faire. Ben, c'est un peu ce que tu parlais aussi, c'est le concept de robustesse versus résilience. Là, Kelly Shortridge a écrit un très bon livre là-dessus. Là, si vous n'avez pas lu Security Chaos Engineering, qui est vraiment très, très bon. Essentiellement, c'est qu'en tant qu'industrie, on a passé les 15 dernières années à dire que c'est important des antivirus, puis des next-gen firewall, puis puis des EDR, puis ci, puis ça. Puis dans les faits, c'est que, oui, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que, tu sais, c'est la robustesse, c'est c'est les strates de sécurité, une par-dessus l'autre, te rendre le moins attrayant possible, ça coûter cher à un adversaire, etc. Puis la résilience, c'est savoir quoi faire quand que la shit va arriver, inévitablement quand que la shit va arriver, tu sais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait commencer à travailler comme au niveau de la pédagogie chez les utilisateurs, chez nos familles, chez ci, chez ça. C'est comme, check, tu vas te faire voler ton identité. 100% garanti. C'est statistiquement impossible que tu te le fasses pas voler avec la quantité de données qui flottent dans les terres présentement. Fait qu'est-ce que tu fais quand que ça arrive? C'est pas genre, tu sais, achète pas la dernière Gugus de le Sentinel-1, CrowdStrike, peu importe, là. Tu sais, c'est un peu une lubie là, jusqu'à un certain point de mettre ses œufs dans ce panier-là, de dire, de mettre l'emphase sur la robustesse et non sur la résilience. Tu sais. Puis je pense qu'un à l'ère où la résilience devient inévitable, tu vas te faire honner. Ça va arriver. 100% sûr. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand ça va arriver? As-tu la réponse à ça? Mais quand tu vois le proof point installé, oui, mais encore, tu sais. Puis tu sais, là, on parle de pas juste pour des grosses entreprises, mais tu sais, souvent les laissés pour compte, c'est les PME, tu sais, qui ont très peu de moyens, mais qui sont exposés au même risque que les grosses entreprises. C'est les particuliers qui se font dire d'aller voir le Centre Antifraude Canada quand ils se font piquer leur identité, puis que le Centre Antifraude Canada, c'est 4 dudes dans un sol là, à Ottawa. Là, tu sais, ça marche pas. Là, tu sais, la structure de protection ne fit pas le threat landscape actuel, je pense. Puis pour en revenir, moi, c'est vraiment ma clientèle, le marché des PME. Puis ils sont pas prêts. Ils n'ont pas les cadres légaux qui ont forcé les plus grosses entreprises à se protéger. Ils n'ont pas les incitatifs d'actionnariat, de rendement, puis qui forcent d'avoir des mesures de contrôle beaucoup plus appropriées. Et souvent, il y a beaucoup de pensées magiques. Ça ne m'arrivera pas. Donc, tout ça fait en sorte que, puis bien ça, juste dire, je vais avoir un système informatique. Il n'est pas rendu au stade de dire, ça va m'en prendre un avec une roue de secours pour être sûr que ma compagnie continue. Donc,
ils disent ben, j'ai investi tant d'argent, j'ai un système, puis je verrai si ça marche pas. T'sais. Puis souvent, les conséquences sont grandes. Puis en même temps, ils sont moins grands que des fois dans une grosse entreprise où tout arrête. T'sais. Donc, l'analyse de coût, ben, souvent fait en sorte, ben, je mets dessus 20 000, je vais arrêter une journée, peut-être une journée sur 5 ans ou 2 jours sur 5 ans. Puis là, ils disent, ben, je vais rester moins protégé, puis je vais prendre la chance. On en revient sur le problème d'identifier ses dépendances et de savoir c'est quoi le problème. Puis il y a des gens qui sont persuadés que c'est parce qu'il y a l'ERP dans l'usine qui va gérer les commandes, la livraison, la chaîne de production. Il n'y a que ça. Mais tous les gens qui travaillent autour pour se connecter à l'ERP, ben, ça va leur prendre un laptop, ça va leur prendre. Donc, ça ne marchera pas magiquement. Et ça, c'est un problème j'ai conscience d'eux. Puis on l'a dit tantôt, en avoir conscience, il faut faire quelque chose. Donc, on est dans un problème de balance. C'est ça. Mais la structure des organisations aussi, je pense, est pas, en tout cas, est mal faite pour ça. Tu sais, combien d'entreprises ont leur département TI qui répond à un VP finance? T'sais, parce que c'est un cost center, c'est vu comme un cost center. Fait que tout ce qui tombe dans TI / cybersécurité, quand c'est souvent mélangé les deux, ben c'est là, il faut que ça coûte le moins cher possible. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, si tu mets l'argent pour, tu vas. C'est pas obligé d'aller dans les outils, là, mais tu sais, c'est comme ça marche pas. Tu peux pas voir ça comme un cost center, ce genre de dépenses-là. Ça va au-delà de ça, tu sais. Mais ça, c'est pas tout le monde qui l'a compris, ça. Puis là, tu parles déjà d'une PME qui a un département de TI, là, aussi. Là. Ce qui est rare. C'est déjà ça. Là, on parle pas de 50 personnes, à moins d'être dans un milieu très particulier. C'est des entreprises qui ont souvent 100, 150 employés et plus, ou des obligations vraiment parce que c'est une usine ou comment ils ont quelqu'un de TI pour faire au moins le premier niveau. Mais tu sais, donc beaucoup d'entreprises du Québec n'ont pas d'équipe de TI, puis ils dépendent de fournisseurs externes. Ouais. Qui pour eux, la concept de faire de la cybersécurité pour les MSP, c'est de checker le dashboard de Fortinet là, pour voir c'est quoi les. J'ai vu ça trop souvent, là, c'est bon. Pas ça, là, c'est ça. Ça marche pas. Ouais. Non, puis pour travailler là-dedans, dans ce milieu-là, il y en a des bons, puis des moins bons, puis on s'entend. Tu sais que aujourd'hui, il y a une présentation qui parlait de. Je pense que c'est Turcot. Comment ça s'appelle? Julien? Anne-Marie Julien Turcot. Ouais, c'est ça. Julien Turcot, il disait on s'occupe du basic, l'inventaire, avoir des bonnes pratiques de mots de passe. Tu sais, déjà, quand on applique ça, c'est déjà. Tu viens de stepper up beaucoup. Et ce qui n'est pas la priorité, et ce qui n'est pas attrayant pour un fournisseur de service de faire ou de s'occuper, là, tu sais. Mais ça, c'est le rôle d'expliquer, de faire les choses de base, que c'est fait. Aujourd'hui, ton cellulaire, il se met à jour toutes les nuits, tu sais le même pas, puis c'est fait. C'est ça. Et tu n'as pas le choix que de le faire. Donc, il y a des choses qu'on peut imposer, qui devraient être imposées pour justement protéger les gens, pour pas que ce soit eux le dernier en bout de la chaîne, puis c'est lui qui décide je clique pas, parce que c'est trop de pression qu'on va mettre sur les usagers. Puis après, s'ils font le mauvais choix, c'est eux qu'on va clouer sur une planche en disant c'est toi, c'est de ta faute. Oui, ben on revient toujours sur le fait qu'on parle de l'hygiène de base. Puis ça fait des années qu'on le répète, là, les éléments qu'on a à faire dans l'hygiène de base, et on ne le fait pas encore. Puis c'est pas dans la culture de TI d'inclure ces éléments-là, parce que dans l'absolu, c'est même pas la cyber qui devrait mettre l'hygiène de base cyber en action, ça devrait être les gens de TI qui devraient maîtriser ça et être les porteurs de ça. On va plus loin puis plus complexe. Là, vous l'avez remarqué, hein, dans l'incident de l'oiseau blanc sur fond rouge, tous les ciseaux sont mis à parler dans les journaux, dans la communication, parce qu'eux, ils dormaient, parce que c'était un problème de réparation de TI. Il fallait redémarrer les ordinateurs. C'est les gens de TI qui étaient les premiers confrontés à ce type de problème. Oui, c'est ça. Puis on a tendance à confondre le volet de TI et le volet SI, puis il y a un manque de partage de cette culture-là aussi. J'imagine que, je vais essayer, c'est effectivement, on est tellement fiers de notre petit savoir en cyber qu'on le partage pas très bien. On ne sait pas comment bien le partager avec les gens de TI. Et là, eux qui sont nos premiers répondants, puis tu l'as dit, là, dans le cas de CrowdStrike, c'est pas les SI là, qui se sont fait réveiller à 3 h du matin pour régler le problème. Là. C'est les gens de première ligne, puis ensuite les gens des postes, puis les gens des serveurs. Eux n'ont vraiment pas aimé leur vie
pendant ce moment-là, puis ils doivent pas mal haïr les gens ainsi qui ont dit prenez cette solution-là parce que c'est la meilleure. Là, je suis pas sûr qu'ils vont avoir des amis puis de l'écoute après ce moment-là. Là. Là, tout le monde médite, là. Mais tu sais, c'est arrivé avec le produit. Des fois, t'es arrivé avec Cross-Strike, ça aurait pu arriver avec NEP Sentinel One la semaine d'après ou un autre. Puis il faut pas se leurrer. Ces genres de produits-là sont aussi des cibles pour les acteurs étatiques. C'était une tentative de quelque chose qui aurait pu marcher. Là, on ne sait pas. Là, les produits de sécurité ont des niveaux d'accès élevés. Donc, c'est une très belle possibilité de... je réussis à avoir accès au pipeline on pense à SolarWinds. C'est même l'exemple parfait. T'sais. Donc, même affaire avec CrowdStrike. Là, c'est probablement un problème de QA, puis etc. Mais ça aurait pu être. Puis, somme toute, c'est banal le problème qu'on a connu. Là. On peut leur taper dessus autant qu'on veut. Pour le nombre de compagnies qui auraient laissé passer cette étape de QA-là, il y en a des tonnes. Là. Puis là, c'est pas parce qu'eux, malheureusement, étaient dans une situation très critique. Sinon, mais tu sais, je veux dire, la quantité de code que je vois passer qui passe même pas le niveau de qualité que CrowdStrike exige à ces éléments, là, on construit sur des drôles de base. Fait que... C'est ça, c'est une erreur banale qui a des conséquences globales. C'est ça le problème. T'sais. Est-ce qu'on met trop d'emphase sur les EDR? Question pour vous. Non, mais parce qu'on parle de ça, tu sais, les EDR, ils ont Ring Zero Access, là, tu sais, c'est deep, là, dans l'OS. Mhm. Est-ce qu'on met trop d'emphase? Puis ça, je n'ai pas la réponse à ça, je vous le demande en tant que professionnel envers ses collègues, là. Tu sais, nombre de fois que, tu sais, j'ai recommandé, mettons, à un client, tu sais, tel EDR, ça, puis là, tu sais, avec les événements récents, je me dis, tu sais, on a passé longtemps à dire tout se passe sur les endpoints, la télémétrie est là, blablabla, puis là, il faut que tu prennes un bon EDR pour ça. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Et bon, pas tout en même temps. Je vais y aller en premier. Là. Je vais te laisser en deuxième. Là, je vais te préparer le terrain. Puis, oui et non. La réponse ça dépend du contexte. Mais non, la réalité, c'est qu'on a transformé le problème de drôle de façon. Dans le contexte de CrowdStrike, par exemple, c'est parce que là, il y a accès à Ring 0. Et ça, c'est un problème en soi. Puis là, il y a accès à Ring 0 parce que le régulateur européen ne fait pas confiance à Microsoft pour jouer honnêtement sur le partage de l'information nécessaire pour protéger le endpoint. Parce oui, il faut protéger le endpoint. Est-ce que ce qu'on a comme technologie en EDR, c'est la bonne chose? Ça, je suis moins convaincu parce que là, on triple. Maintenant, c'est du XDR parce que maintenant, on fait de la télémétrie de pouls. Mais c'est juste la télémétrie de machine. Puis dans l'absolu, pourquoi on a besoin d'un agent particulier pour faire la télémétrie quand la télémétrie pourrait nous envoyer naturellement par le système? Sysmon sur Microsoft. Elle existe, cette télémétrie-là. Pourquoi on est obligé d'avoir un agent tiers pour obtenir ce qui nous est déjà disponible? Mais ensuite, l'agent tiers, l'avantage qu'il a, si on prend les grands, c'est qu'ils vont faire une analyse pointue, ils vont faire de la corrélation qui est intéressante, qui va t'amener à détecter quelque chose que tu n'aurais pas vu. Et là, ça devient intéressant. Mais la télémétrie elle-même, je ne vois même pas pourquoi on a besoin d'un agent spécial pour faire ce genre de choses-là. On est d'accord. On est tous d'accord. C'est ça le problème. Donc, il faut quand même installer un EDR parce qu'il n'y a pas d'autre solution à date. Si, l'EDR de Microsoft qui est déjà intégré ou la partie faire confiance au Mac, comme on a vu tout à l'heure, macOS, parce qu'il y a déjà des mécanismes de protection. Il bloque, c'est ça. C'est tout le débat est là, suivant CrowdStrike, c'est que Apple a réussi à chasser tout le monde du kernel. Puis alors avec ça, je pense qu'il n'y a plus rien qui a accès au kernel sur un Mac, mais vraiment plus rien. Même chose sous Linux, où avec BPF, on peut récupérer les informations. On n'est pas obligé d'avoir des drivers deep comme il y avait il y a 10 ans, où il fallait compiler un driver pour le kernel Linux. Aujourd'hui, c'est fait. Oui. Alors, tu veux pas compiler des kernels. En tout cas, bref, tu veux pas jouer là. C'est tout là. Tu veux pas aller jouer dans le kernel. C'est pas la job de ces compagnies-là d'aller jouer dans le kernel. Microsoft s'est pété le nez tellement longtemps. Les blue screen, là, pour ceux qui sont vieux dans le game, là, on les a vécus longtemps parce que c'était pas USB. Stable. Oh, et tu branchais une imprimante, puis pouf, tu tombais en blue screen. C'était assez violent. Là. On l'a connu, Microsoft a appris, ça leur a pris des années. Fait qu'on a acquis une expérience, une expertise. Ils sont maintenant super bons pour pas que ça arrive.
Puis là, on laisse un tiers avec pas le même niveau d'expérience, le même niveau de capacité, le même niveau de rigueur qui a été acquise par des blessures de guerre. Là. On s'entend, là, ça a été brutal pour Microsoft, puis ils se sont fait sévèrement taper ces 2 années 90 qui les a amenés à cette rigueur-là. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir que... Oui? Mais pour répondre à la question de Jean-Philippe, c'est aujourd'hui, oui, l'accident est arrivé, mais c'est quand même un accident. OK, ça s'est vu parce que tout le monde l'utilise, mais dans la majorité du quotidien, ça fonctionne quand même. Puis la protection qu'apporte un EDR, et peu importe sa religion en termes d'EDR, là, que ce soit intégré ou pas intégré, ben, aujourd'hui, ça monte quand même la barre. Et moi, je rencontre des entreprises qui n'ont même pas ça. Ils se posent la question de qu'est-ce qu'on va acheter comme antivirus, puis ils en sont toujours arrêtés à qu'est-ce qu'on choisit. Et donc, c'est des démarches qui permettent au moins de rehausser la barre, comme disait Steve. Puis voilà, se faire avoir par un méchant parce qu'on n'a pas monté la barre un petit peu, c'est poche. Mais la question connexe à ça, pourquoi on a besoin d'un antivirus? Puis vous allez aller plus loin, parce que là, si on prend le contexte, on ne peut pas changer le contexte qui exige le EDR, puis là, la question est chose. Mais pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi ce qui fait qu'on a... Pourquoi c'est pas inclus? Puis là, je reviens, pourquoi le Sysmon n'est pas inclus ou pourquoi ces éléments-là ne sont pas inclus dans... Je veux dire, on achète un auto avec des freins. Ce que je cherche, puis maintenant, je pense que 100% des autos ont des sacs gonflables. T'sais, on ne se pose même pas cette question-là. Pourquoi en TI, on Régulation? se pose? Ben, j'allais dire une histoire de partenariat entre, c'est ça, entre différents joueurs de l'industrie. On joue pas dans ce terrain-là parce qu'on sait que compagnie X, Y et Z va y être aussi. T'sais. Je rappelle qu'Intel a acheté McAfee à Monday parce qu'il y avait le mythe de pouvoir intégrer dans le CPU la gestion antivirus. Rappelle-toi, tu avais des cheveux, enfin moi aussi, quand ils l'ont racheté. Et puis, il y avait cette notion-là, cette ambition de dire, dans le CPU, puisqu'il encore plus bas que le Ring 0 de l'OS, c'est encore vraiment deep pour faire de quoi. On a vu ce que ça a donné aussi. Ça n'a pas marché. A priori, ça n'a pas bien marché. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi on revient? Si on prend la virtualisation, qui est probablement un des beaux exemples de cette façon-là de cloisonner dans un environnement sur une même machine physique, de cloisonner les choses avec un certain niveau d'étanchéité quand même assez efficace. Puis donc, on est capable de faire des choses intéressantes, puis on arrive du côté de protection, puis là, on n'est pas capable. Puis c'est l'autre aspect, puis on va basculer, c'est traiter nos choses comme des animaux domestiques ou comme du bétail, qui est la traduction de pet ou cattle. Mais pourquoi on est encore en train de traiter comme des animaux domestiques tous les ordinateurs ou serveurs qu'on a ou tout le payload? Puis c'est peut-être aussi un peu ça le problème, parce que, puis je revenais sur la résilience que tu mentionnais, que tu perdes ta machine, ça ne devrait pas être grave. On devrait pouvoir la remplacer, la remonter ou peu importe, faire quelque chose. Puis là, on est dans un contexte de bétail où tu vas juste les taguer avec des numéros parce que c'est un numéro d'inventaire. Et c'est pas ton chat de la maison que tu aimes, que tu flattes, puis que tu ne tagueras pas avec un numéro d'inventaire parce que tu as un attachement émotif à celui-ci. Mais à bien des égards, et encore en 2024, c'est pas rare que les gens, c'est mon serveur. Non, mais t'es juste un dos dans TI, là, comme toi. Là. C'est pas ton serveur, là. C'est le serveur de l'organisation qui sert à une mission. Ouais, en tant qu'ancien sysadmin, je peux te dire que je comprends c'est ton bébé là, et autres. Tu as mis du temps dessus. Je suis bon, OK. C'est de moins en moins vrai, ça, je pense, par contre. À cause que 95% des jobs maintenant se font dans un browser qui se connecte à un SaaS software. Puis tout se passe en cloud à Star. Tout est storé dans le cloud. 95% de ta job va se faire dans le browser, dans le cloud. Fait que, tu sais, que tu perdes ton ordi, tu sais, ouais, c'est chiant, là, il faut que tu changes ton wallpaper puis tout, là, mais, tu sais, la priorité numéro 1 en installant un nouvel ordinateur, là, c'est comme installer une toilette dans une maison, là, tu sais. Ça, puis avoir les icônes sur le bureau à la même place. Oui, exactement. Ça, c'est priorité numéro 1 avant le EDR. C'est de changer le wallpaper, d'aligner tes icônes. Non, mais dans le sens où je pense que ça va aller en diminuant ça. Je pense que historiquement, ça a été vrai. Maintenant, tu sais, c'est comme le monde, de toute façon, se connecte plus d'un. Tu sais, là, oui, c'est vrai pour, admettons, du monde qui travaille en TI.
Mettons, ça va être leur serveur à eux, ça va être leur shit, bon, ça va être leur hypervisor, blablabla. Mais dans les faits, pour le commun des mortels, pour le propriétaire d'entreprise, la mère de famille qui est Ouais, mais les autres, ça va. Les autres, de toute façon, on est un centre de coûts. Fait que les autres, c'est déjà bien vécu. Là. Nous autres, on fait juste coûter de l'argent. Là. On n'est pas là pour. Il n'y a pas d'attachement, nous autres. Ils nous aiment pas vraiment tant que ça. On est juste un outil pour aider Le jour où il y a un problème, on aime les TI. Hein. Ah oui, mais on demeure un outil dans la mécanique de l'organisation. Pardon, c'est nous, en tant que TI ou SI, c'est nous qui avons nos outils, nos affaires, nos affections. Et même à certains égards, nos éléments religieux, moi, c'est ce EDR-là. Moi, c'est ces espèces d'attachements-là à des morceaux petits. Puis moi, ça me fascine parce que j'ai zéro attachement à ce genre de choses-là. Là. J'ai passé mon au-delà du sysadmin, là, c'est maintenant, c'est plus, ça m'habite plus. Mais peut-être parce que justement, j'en ai plus de machines qui m'appartiennent. Fait que là, je m'en fous un peu plus. Puis là, je regarde celle des autres. Pourquoi tu fais ça à toi? Pourquoi? Mais dans l'absolu, ça demeure un problème. Ah, mais ça va, tu sais, tu choisis un produit parce que tu le connais, puis tu veux pas changer juste. C'est ça, parce que tu tiens à l'expertise que tu as développée, tu es à l'aise, tu ne veux pas te rajouter de la pression des fois pour rien. Donc, tu dis, j'ai choisi cet EDR-là il y a X années, je vais rester avec, parce que je le connais bien, je sais que je peux obtenir les résultats dans ça. Puis oui, comme ancien sysadmin, moi aussi, tu sais, tu as les machines, puis pouvoir plein de sysadmin, c'est leur fierté, c'est leur réseau, tu sais, c'est mon réseau. Tu sais, on s'entend que OK, il n'y a rien à toi, mais c'est quand la merde a chie, puis ça va pas bien, c'est toi. Donc, tu veux, il y a une mentalité très longue son de cowboy, soit une petite PME, je m'occupe de l'informatique. C'est mon réseau, j'en suis fier, c'est mon travail. C'est pas faux. Puis. C'est pas faux. Mais là, c'est un comportement humain, là. C'est pas du tout technologique, là. C'est quoi? Ouais. Mais la cyber, c'est peu de technologie, c'est beaucoup de l'humain, la cyber. Là, tu sais, c'est. Dans l'absolu, là, il y a pas, on parlait, il y avait la roue des changements, il y a les recherches que Andréane font, sont vraiment sur l'humain. C'est l'humain qui met les processus, c'est l'humain qui met la technologie en place, c'est l'humain qui veut voler l'autre humain, justement, qui fait les choses de phishing, c'est pas des machines. Là. Mais pourquoi on a un comportement irrationnel quand on parle d'informatique? Parce qu'on est des gens passionnés, on aime ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est un peu comme l'amour, c'est ça? Non, mais tu sais, on devient fou, on oublie tout? Non, pas nécessairement, mais je pense que la plupart des gens qui travaillent en TI, c'est des passionnés de technologie, ils aiment ça. C'est pas juste je fais ça 8 à 5, puis à 5h05, je fais autre chose. On en mange. Je pense que le domaine fait en sorte qu'on n'a pas le choix de se tenir à jour, on n'a pas le choix. On vient à des conférences le samedi. Tu tu vois que on prend ça à cœur. Puis je pense que ça reflète sur d'autres aspects de notre pratique. Ouais, j'ai plus tendance à penser que c'est une question de génération qu'une question de ça, parce que je trouve que les plus jeunes générations partagent un peu moins la passion que je comprends. C'est lui. OK, vas-y, c'est ça. Je vais dire OK, boomer. Mais question pour vous autres, c'est-tu payant à être sécuritaire? Parce qu'on parle depuis tantôt, c'est un poste de coût, les PME le font pas. Fait qu'il y a une partie... payant de dire aux autres de l'être. Oui, c'est ça. Ça, tu peux bien gagner ta vie. Mais d'être sécuritaire, pour l'instant, j'ai pas. C'est rare que les compagnies autres que les compagnies de sécurité vont vanter leur sécurité comme un point de marketing. Là. Tout à fait raison. Je veux dire, ton garagiste, il va pas dire hey, moi, SOC 2, là, viens faire changer tes pneus ici. Là. C'est comme. mais si j'ai un garagiste qui me fait ça, c'est ça, je vais aller le voir. Hey, j'avoue que c'est vendeur. Ouais, c'est ça, man. C'est mon ami. Là. Mais c'est ça, parce que c'est. Il y a beaucoup de ces coûts-là, quand la PME se fait breacher ou même les grosses compagnies, quand se font breacher, les coûts sont externalisés. Puis on fait ça dans plein d'affaires, environnementalement aussi. Je veux dire, les coûts environnementaux, on les paye tous. C'est pas nécessairement ceux qui polluent qui vont les payer. Les coûts d'un bris parce que tu as décidé que toi, tu n'en faisais pas d'évaluation de tes risques, on les paye tous. Fait que c'est ça. Il y a comme
un problème aussi, ou que c'est peut-être, il est où le incentive, ou en tout cas, il faudrait trouver une façon que ça devienne intéressant de devenir sécuritaire? Il n'y a pas de gros incentive. Hein. Ouais. Il n'y a pas de gros incentive à être plus sécuritaire. Tu veux limiter tes risques, éviter l'accident, l'impact et la propagation. Enfin, tu veux essayer de limiter. Donc, ça part pas toujours d'un bon principe qui se dit c'est payant je vais faire de sécuritaire parce que je vais créer de la nouvelle business. Ça, c'est le rêve des ciseaux qui se disent créons de la valeur avec la cybersécurité. Je veux avoir des postes en dessous de moi. Puis comme je veux du garantir monde. mon budget, je vais démontrer qu'on va créer de la valeur avec la cybersécurité. Oui, on va avoir SOC 2, type 2, on va avoir ISO. Ouais, ça va être super. Quand les clients le demandent, c'est cool, mais les clients qui ne le demandent pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a pas... Moi, je vois que le driver qui va être là pour amener la cybersécurité ou la sécurité, ça va être soit les lois comme la loi 25 qui va aider et le marché des assurances. Parce que quand souvent les emplois. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, quand tu vois que le client il dit je ne suis pas capable de me faire assurer, je ne suis pas capable de garantir etc. Parce que je ne respecte pas les moindres bases de recommandation, au moins je vais commencer à mettre ça en place. Les moindres bases, t'as-tu vu ce qu'ils demandent pour être assuré? Ouais, c'est ça. Oui, je sais. En 2018, je remplissais des formulaires pour mes assurances. C'était t'as-tu un antivirus, as-tu des backups, signe en bas, c'est correct. Mais non, mais maintenant, les formulaires ont 12 pages. Si tu remplis toutes les critères. 12 pages, tu as vu la version abrégée. Si tu remplis tous ces critères-là, en fait, tu n'as plus besoin d'assurance, quant à moi. C'est ça. Laisse faire. Mais non, c'est ça. Mais je pense que c'est le marché d'assurance va forcer un peu, même si les assurances et des primes, peut-être, il va être élevé pour des garanties de base, ça a des grosses franchises. Ça fait réaliser bien les entrepreneurs de dire OK, là, mon assureur ne gâche pas 5 cents sur moi. T'sais. Donc là, souvent, il réalise que. Mais en ce moment, c'est les assureurs qui ne valent pas 5 cents. En plus, là, ils topent ça à 5 millions. Oh, ouais, non. Gratuit, par exemple. Il te faut 2 assureurs pour être capable de, si ça se passe mal, être capable d'être vraiment assuré. Là, parce que là, eux, ils vont topper le truc. C'est ridicule. Là, pour vrai, il va falloir une amélioration de ce côté-là. Mais je pense que la pression du marché de l'assurance va aider on va faire réaliser qu'ils ne sont pas sécuritaires. C'est les assurances qu'on fait ajouter les ceintures de sécurité, les ballons gonflables dans les autos, etc. Je soupçonne qu'il y a un ciseau frustré qui a dit aux assurances « Hey, on va trouver un moyen d'appliquer tous les requis de sécurité. » Fait qu'on va les mettre dans C'est une bonne stratégie, en fait. Mais les assureurs ont payé très largement là, dans les dernières années. C'est pour ça que les exigences ont changé énormément depuis le temps. Puis en même temps, de cette époque-là, je les trouve responsables de la négligence que les entreprises ont faite. Parce que pour reprendre un peu ce que tu dis, on n'a pas d'incitatif. Si tu es assuré, tu as externalisé. J'aime bien cette théorie économique-là parce que si tu es externalisé, tu t'en fous finalement de ta cyber parce que tu l'as sous-traité à quelqu'un d'autre. Tu as envoyé le risque financier à un tiers, puis après ça, ciao, moi je suis tranquille, je me fous rien, puis c'est une source du problème. Ça s'est renversé parce qu'il y a eu une exagération. Il y a eu notamment chez Merck qui a comme fait branler les réassureurs ont shaké dans leur bottes, là, pour ne pas nommer des choses d'autres places de leur corps qui ont shaké. Très, 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 très fort. Et de là, notamment les Lloyd et ces affaires-là, ont imposé des critères qui sont rendus quasiment inaccessibles. Bonne chose, comme tu dis, il faut des éléments comme ça parce qu'il y a eu l'exagération de les assureurs n'ont jamais voulu contrôler en amont. Fait que là, ils acceptaient n'importe quoi. Puis les compagnies font yes, man, j'ai pas d'antivirus à mettre, je vais juste mettre une assurance qui me coûte 5$ par année au lieu de me payer genre 5 millions d'antivirus par année. Fait que c'est un coût-bénéfice, puis c'est un peu une source du problème. Puis la vraie discussion, puis j'espère que les assureurs ont fini par l'amener. C'est une question de gestion de risque. C'est encore drôle. Non, mais comme dit Andréane, les questionnaires de cybersécurité, le volume a monté et puis on est d'accord que si on répond mal, la prime s'est faite à côté. Puis ça, c'est le moins pire des cas parce qu'on pourrait être poursuivi parce qu'on a fait une fraude à l'assurance. Parce qu'on l'a mal déclaré, donc ça pourrait être 2 fois la peine. Puis on ne parle pas de la CAI qui pourrait donner une amende en plus puis là qui n'est pas du tout couvert par l'assurance. Donc ça est devenu un peu rendu très compliqué. Et quand les choses sont très compliquées, il y a un réflexe humain qui dit je m'en fous.
Non, mais ça, c'est trop compliqué, c'est pas accessible. T'as pas envie de faire l'effort parce que ça marche pas. Donc, c'est clair qu'il va falloir trouver une bonne balance sur la cyberassurance pour pas que ce soit free for all et puis que ce soit une banque d'investissement et pas non plus que ce soit quelque chose d'inatteignable. Si c'est inatteignable, il le fera pas. Mm-hmm. Oui, fait qu'on a couvert les assurances, mais l'autre élément que tu mentionnais vraiment bon, ça va être les lois. Les lois. Puis, c'est plate. Je pense qu'on serait arrivé sans les lois un jour à changer le mindset, puis tu sais, à penser security first, mais dans genre une éternité. Fait, on n'a pas le temps d'attendre ça. Fait que je pense que ça va passer par l'installation des lois. Là, les gens sont obligés. Là, on va crêper au début, mais après ça, on va se conformer et là, ça va rentrer dans la tête du monde puis ça va devenir une norme là, après ça. Tu penses pas? C'est que le coercitif l'emporte, finalement, parce que rendre la cybersécurité le fun ou autre, le fait c'est que ça prend des changements de mœurs. Puis ça, c'est la pire affaire, la plus difficile à implanter, que ce soit dans une organisation, dans ta famille, dans tes amis ou personnellement aussi. Changer tes habitudes, c'est une affaire qui est extrêmement difficile. C'est l'affaire en 22 ans de carrière que je me suis plus tapé à la tête contre, c'est les changements de mœurs. Fait que peut-être que oui, peut-être que ça prend un gouvernement mondial fasciste. Oui, Andréan, t'as raison. Non, mais moi, je pense que comme une loi comme Sarbanes-Oxley aux États-Unis, quand on a dit, ben, si vous manipulez les chiffres comptables, on va foutre votre CEO en prison, ben, malheureusement, comme il a fallu un sale coup de bâton pour que les compagnies fassent un move par en avant. Moi aussi, j'aimerais ça, idéalistement parlant, que genre tout s'autorégule, puis qu'on soit une commune autogérée, puis que tout fonctionne bien, mais comme malheureusement, il faut comme donner des coups de bâton pour que les choses avancent. Puis même au début, j'étais comme, GDPR, c'est super génial. 5% de ton... Pas ton budget, mais de ton profit, mais t'es comme pour les GAFAM, mais c'est de l'argent de Monopoly. Fait que c'est que... Faut donner des coups de bâton aux bonnes places. Genre au cadre supérieur, aux dirigeants, et non pas envers les particuliers qui, eux autres, se retrouvent dans des listes de usagers à problème ou à risque suite à un test de phishing qu'ils ont failé parce qu'ils ont 150 emails dans leur inbox le matin. On a vu ce que la France a fait avec le dude de Telegram. Parce que ça revient un peu à ça, c'est un peu, puis il revient aussi, là, ça tient responsable, le plus haut dirigeant de l'entreprise. Tu as fait des conneries, tu ne coopères pas avec la police pour des choses qui, socialement, on considère comme étant de base. Là, tu ne coopères pas, là, tu es vraiment un emmerdeur. Fait que là, on te met dans une prison. Cela étant dit, l'élément éditorial, il est un peu con d'être allé en France quand il y avait un mandat d'arrêt contre lui en France. Mais ça, c'est un autre débat. Ben, quand tu sais comment il a obtenu sa citoyenneté, peut-être qu'il se sentait au-dessus de ses affaires aussi. T'sais. Quand sa citoyenneté a été donnée par les plus hautes instances françaises, il se pensait peut-être inatteignable. Ben, ça, c'est un cas de psychologie de la super classe. Là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais oui, mais je pense que c'est ça. Faut mettre en prison les CEO. C'est ça qu'on dit depuis le début. Non, mais pour de vrai. Non, mais on fait des blagues avec Révolution! ça. Révolution! Ouais. Non, mais longtemps, il y a un sentiment d'impunité qui existe chez cette strate-là, je veux dire, parce que justement, il n'était jamais mis en prison. Parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Tu sais, je veux dire, puis là, ben, peut-être que je sais pas si le vent est en train de changer, bon, peu importe, mais tu sais, c'est toujours les Patty qui se font pogner, puis c'est toujours les Lee Harvey Oswald qui vont en prison, ou en tout cas, qui n'ont pas le temps de se rendre en prison. Ouais. Mais c'est pas celui qui tire les ficelles, celui ou celle qui tire les ficelles. Là. Peut-être si ça change, peut-être les choses vont changer, je sais pas. Ouais, en tout cas... Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Non, mais... c'est clair qu'il faut qu'il y ait du mordant puis de la pénalité qui va à l'intérieur. Sinon, une loi qui donne aucune sanction, c'est comme le parent qui dit tu le fais pas, hein, je compte jusqu'à 3, la menace ultime, et après 3, 4, il y aura 5. 4, 5, etc. Donc, s'il n'y a pas une sanction qui vient, ça va pas fonctionner. GDPR, il y a quand même pas mal de fonctions. Puis il y a des sites web où on voit toutes les entreprises qui se font attraper parce que t'as pas envie d'être dans le cadre judiciaire et puis de répondre. Il y en a quand même qui se font attraper, puis c'est ça qui dit, OK, je devrais quand même faire attention. Oui, mais ils se font attraper, puis maintenant, tu sais, ceux qui se font attraper... Moi, je vais faire, vu qu'Adrien ne veut pas faire l'avocat du diable, je vais le faire à sa place. OK, oui, le GDPR sur papier, c'est super nice. T'as des grosses sanctions. Maintenant, les grosses entreprises, les GAFAM qui sont pognés, ils budgètent ces sanctions-là à cette heure. Ils peuvent se le permettre. Oui. Fait que qui ça heurte vraiment?
sais, les petites entreprises qui ont moyennement les moyens de s'organiser, qu'ils font preuve de bonne foi, mais pas tant. Tu sais, je suis pas contre le GDPR. Je pense que c'est une législation forte qui a inspiré le CPA en Californie, la loi 25 beaucoup ici, qui est une très bonne législation là, au Québec. Là. Oui. Mais concrètement, est-ce que ça fait vraiment mal à ceux qui ont un pouvoir démesuré, que justement, qui sont problématiques à bien des niveaux, là, que justement, ils ont trop d'accès, que tout notre système avec un grand S fonctionne avec leurs outils. On prend le cas de CrowdStrike / Microsoft. Ça a été un big deal, puis TVA Nouvelle en a parlé parce que ça a affecté le quotidien de bien du monde. Mais est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce que ça empêche Microsoft de... depuis plusieurs années, Microsoft là, se ferait prendre là, régulièrement, encore et encore, les fuites de données, des mishandling d'infos. Et pourtant, ils vont juste le budgéter. Là, non, mais ils ont fait un communiqué il n'y a pas longtemps pour dire que la sécurité allait être leur priorité. Là. Ah, OK. OK, ça règle C'est tout. le marketing qui ont dit ça. Merci, Microsoft. Mais c'est ça, mais tant que les peines, c'est justement des peines monétaires, ça devient un risque, un simple calcul de risque. J'ai une chance sur X à m'arriver, ça va me coûter tant, ben finalement, je vais mettre tant, puis je vais le mettre je vais provisionner, puis si je ne l'ai pas, ben ça va être des profits de plus. T'sais. Mais il y a d'autres programmes. Moi, je travaille aussi avec un programme qui s'appelle le programme de marchandises contrôlées au fédéral. J'ai des obligations, oui, des peines monétaires, mais je peux aller en prison. Donc là, tu dis, ouais, là, c'est pas juste Steve Leroy, l'employé, là, c'est Steve Leroy qui va aller en prison pour vrai. Là. Donc ça veut dire que c'est là que je pense qu'il faut aller vers au minimum à un certain niveau. Là. Mais c'est la responsabilité des entreprises. La CNESST, si quelqu'un se casse une jambe dans tes bureaux, tu as quand même premier responsable. C'est juste de remonter les questions d'IT, de cybersécurité dans le haut de l'entreprise. On disait ça dépend de la finance parce que c'est un coût. Sauf qu'aujourd'hui, transformation numérique, l'optimisation des processus passe par l'informatisation, par l'IT. Ça devient une question à mettre sur la table de direction avec la responsabilité qui va sur la table de direction. Parce que si Ciseaux va en prison là, parce qu'il y a une faille de sécurité... change de job demain. Ben c'est ça exactement, parce que ça va devenir Ciseaux, mais pas les moyens pour, puis on fait toujours le mieux qu'on a avec le budget qu'on a. Poursuites, par exemple, qui ont été sur des ciseaux. Oui, je pense qu'il y a quelques cas, mais... Ça commence à être un peu plus... Mais le modèle de poursuite américain est très différent d'un modèle plus normatif que le modèle européen. Fait qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes regards sur les choses, puis pas les mêmes... Fait que, à ce sens, je préfère un modèle plus européen, plus normatif, qui dit où on s'en va, qu'un modèle européen. Tout à coup, la FCC est tannée ou la SEC est tannée, puis il va te poursuivre parce que tu as fait une mauvaise déclaration. Mais dans la loi 25, là, c'est le plus haut dirigeant responsable qui est le plus haut dirigeant qui est responsable. Donc, normalement, comme il est malin, il va tout de suite transférer ça à quelqu'un. Mais quand on transfère ce pouvoir magique-là, ou en tout cas cette responsabilité, il a aussi le pouvoir de bloquer des projets, il a le pouvoir... Souvent, les gens oublient en déléguant cette responsabilité, on délègue les pouvoirs qui vont avec. Et si tu n'as pas les moyens à la fin de la journée de se dire, bah, écoutez, ce projet-là, vous collectez énormément de données, il n'y a pas besoin, vous mettez ça un petit peu n'importe où parce que je comprends que vous n'avez pas de budget. Normalement, le délégué, il dit, je dois arrêter parce que sinon, c'est ma responsabilité. Ça peut être pénal, là, ou ça peut être... C'est ça. Non, mais tout ça revient, puis tantôt aussi, c'était revenu un peu comme ça. Ça venait un peu comme PCI. PCI, ça a juste fait comme pseudo monter le niveau de l'eau, c'est-à-dire monter les choses. Mais les entreprises qu'on trouvait, puis là, comme loi 25, c'est qu'au lieu de laisser traîner l'information personnelle ou laisser l'information de carte de crédit traîner partout, on isole les systèmes, pouf, mais le restant reste pareil. Fait qu'on règle partiellement un problème. Parce que les systèmes de carte de crédit, puis même on sous-traite. C'est-à-dire que maintenant, c'est très rare que tu vas vouloir traiter la carte de crédit chez vous parce que le fardeau de normatif à faire, tu touches pas à ça, tu veux pelleter ça le plus loin de chez vous possible. Puis si tu es cassé, si tu es obligé, ben, tu vas le mettre ça dans un réseau isolé qui ne parle à rien, que des terminaux séparés et tout. Fait que tu t'envoies ça à côté. Fait que loi 25, à terme, puis probablement, quand les entreprises vont se réveiller parce qu'ils n'ont pas l'air de s'être réveillés encore, ils vont faire exactement la même chose.
Fait que tous les réseaux qui vont avoir de données personnelles vont être séparés. Fait que là, on va créer une classe de réseau à part, ce qui va protéger cette information-là, ce qui est souhaitable, mais ça règle pas ça règle zéro le restant. Puis en manufacturier, ben, tout le OT, ben, ça règle rien non plus parce qu'on est dans des environnements où là, c'est pas l'information personnelle qu'on peut protéger, c'est la capacité de production de l'entreprise. Puis on est dans un autre univers. Et là, on peut faire mal à une entreprise. Toi, tu vas savoir plus que je pense nous tous. Ça fait mal si on arrête la production pendant une semaine. Ah, c'est l'impératif. Là. Une production d'usine, peu importe le changement, la mise à jour Windows que je veux faire, etc. Si je dois arrêter l'usine, je suis mieux d'attendre qu'il y ait la machine brise pour attendre de faire la maintenance Windows, puis avec toutes les conséquences, ça va. C'est pour ça qu'il faut segmenter. Là, IT, OT, tu sépares puis le plus possible. Puis, juste pour terminer le point d'Adrian, de la loi, oui, ça va aider. Ça va aider que s'il y a la vraie pénalité, la vraie sanction qui va le faire. Sinon, c'est un petit coup de baguette magique. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Faut qu'il y ait une conséquence là-dessus. C'est les deux. Puis après, oui. Après, il y a toutes les technologies segmentées parce qu'on veut, encore une fois, l'accident, si jamais il arrive, on veut pas que ça se propage partout. Exactement. On a conclu? Oui, il faut envoyer tous les CEO en prison. On a C'est confirmé. On a une question, regardez. Oui. Ouais, on met tous les CEO en prison, puis on règle le problème comme ça. Petite question comme ça. Dans le fond, on parle de segmentation pour les Windows, de plans de mise à jour et tout. Je reviens à l'antivirus. Pourquoi on y fait autant confiance puis on le laisse automatique? Puis on n'attendrait pas un 24 heures ou un 12 heures pour le lancer? Je ne suis pas un spécialiste à CrowdStrike, là, mais le mec, quand je l'ai lu, il disait que c'était des gens qui prenaient. Tu pouvais choisir dans CrowdStrike, mets-moi à jour tout le temps, ou regarde, fais N-1 ou N-2. Ben, habituellement, sur nos matériels, infrastructure, on ne fait jamais les mises à jour automatiques. On ne fait pas sur nos switches, on ne fait pas sur nos ordis, on fait des plans, mais l'antivirus, c'est comme, OK, t'as pas de blanche, fais tout ce que tu veux, puis t'as accès au kernel. Quand le bug était déjà dans the wild la journée d'avant, j'imagine la journée d'après. J'imagine qu'ils ont fait leur analyse de risque, mais normalement, en l'installant, l'analyse de risque, c'est souvent. C'est ça. Personnellement, j'ai été déjà au moins être à N-1 en prenant ça, c'est un risque que tu t'es rassuré, mais N. Mais je pense qu'en tant qu'industrie, on a une responsabilité. En tant que représentant de l'industrie, on a une responsabilité par rapport à ça parce qu'on a passé encore une fois les dernières années dans l'industrie à dire mettez à jour le plus rapidement possible vos shit. Là, l'antivirus, c'est dans le temps qu'il fallait le faire manuellement. Assurez-vous d'installer ça tout de suite. Là. Mise à jour sur votre téléphone, là, c'est important d'installer ça tout de suite. Fait que, tu sais, on est un peu responsable de ça, je pense, dans le sens où on a mis une pression sur le end-user, le consommateur, l'entreprise, etc. De genre, là, c'est important, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses ça. Puis évidemment, il n'y a personne qui check tes fucking changelogs. Il n'y a personne qui a le temps de faire ça, au même titre qu'ils n'ont pas le temps de checker tous les emails le matin, le lundi matin, quand ils rentrent, 150 emails. Puis là, oups, ils tombent dans le panneau, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une partie de la responsabilité qui nous impute, là, définitivement, là-dessus. Là, en tout cas, ça, c'est un guess. Une piste de solution. On veut éviter le zero day, donc c'est sûr que si tu veux éviter. Qui est l'affaire la plus surfaite ever comme menace, là. T'sais, à moins que tu aies la NSA dans ton modèle de menace, là, le Zero Day, c'est probablement pas un problème. Ça va être le ND qui va être ton mais je vais problème. jeter la faute sur les médias, la communication. Donc, c'est à cause des médias, dès qu'une faille elle a un nom dans les journaux, faut l'expliquer tout de suite pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Non, ça c'est l'asile. Ça, tu sais, tu rentres le mardi matin, pas le lundi, parce que tu as eu le temps de prendre tes courriels. Le mardi matin, le lundi soir, dans les nouvelles, il y a Earthbleed, on prend un exemple comme ça, ou Log4j, whatever. Il faut que tu sois expert en SSL pour expliquer. Fait que genre à 7h le mardi matin, il faut t'expliquer ce qui s'est passé au board, pourquoi, puis là tu dis, ouais, non, mais c'est pas super urgent. Oui, mais à la télé, ils disent c'est urgent, règle-moi ça là. Fait que là, je pense que. Fait que là, si je comprends bien, là, la discussion qu'on a eue, on a commencé avec notre industrie n'est pas super bonne, puis on a fini avec c'est la faute des journalistes. Ouais. J'ai dit que j'allais mettre la faute sur un journaliste. C'est pas vrai, mais trouver un coupable, on l'a dit, trouver un coupable, ça aide à mieux vivre. Mais c'est le même juste principe. Un journaliste, donc on est correct. On est encore dans le cycle d'urgence. C'est le même. Puis les journalistes aussi sont soumis à ça. Eux autres, ils doivent pondre. Depuis la guerre du Golfe, là, la première guerre du Golfe, c'est un cycle de nouvelles 24 heures maintenant. Fait qu'ils doivent constamment produire, puis là, il faut aller plus vite que l'autre, puis ils sont tous assujettis au clickbait. Puis même Radio-Canada, même si c'est pas dans sa nature première, que c'est non-profit, que c'est rendre un service public, sont soumis aux mêmes affaires. Fait qu'eux autres aussi doivent pondre. Fait que là, tu sais, c'est comme, il y a une affaire de heartbeat. Mais là, OK, c'est quoi? Là, on va appeler le premier expert qu'on connaît. Là, on va dis-nous c'est quoi, puis là,
Puis là, c'est ça. Le ciseau, il check ça, puis le CO, il check Ouais, ça. non, Puis puis là, là, c'est comme, pour on fait défendre là-dessus. l'expert, c'est parce que genre, il y a 10 secondes pour comprendre et expliquer Oui. à quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionne le SSL Oui. que Heartbleed est grave, mais pas Oui. tant. J'ai un flashback de toutes les entrevues que j'ai faites des 10 dernières années là, qui me reviennent, mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, je pense encore une fois, c'est de la pression de production. Eux autres, les journalistes ont leur propre pression, les spécialistes en TI ont leur propre pression, les spécialistes en cybersécurité ont leur propre pression, puis c'est toujours au détriment de ce qu'ils font, ou de ce qu'ils devraient faire. Tu sais. Mais ça devient la difficulté de l'analyse de risque qui est pas toujours évidente à faire et pas si rapide à produire. Si on a la vulnérabilité dans ce que disait Sébastien de « hey, il faut le patcher tout de suite, on a la mise à jour de l'antivirus », on n'a pas la capacité de faire l'analyse de risque qui dit « hey, on peut attendre demain » et la mesure de précaution première va être la mesure de précaution. Faut se laver les mains. Oula, il y a quelqu'un qui a toussé, on va se laver les mains, on va faire 3-4 pattes de retour, on ne touche plus. Mesure de précaution qui va... Voilà. Parce qu'on ne veut surtout pas traiter les remédiations, parce qu'on sait que les remédiations, ça va coûter cher, il va falloir passer des nuits, etc. Puis on n'a pas envie. On préfère la théâtralité, en fait, à bien des égards. La pandémie, c'est un bon exemple. T'sais. Il faut se laver les mains, mais ça n'a aucun lien. Là, je veux dire, la COVID-19 ne se transmet pas par le toucher. Là, là, on le sait depuis 4 ans, mais il y a encore du monde qui se lave les mains à répétition là-dessus. Là. C'est pas plus mal. Non, mais je comprends, mais c'est d'une fausse solution, dans le fond, à un réel problème. Au moins, ça évite les gastro. T'sais, on n'a pas réglé la COVID, mais on a réglé les problèmes de gastro. Accidentellement, on règle d'autres problèmes, oui. Mais, tu sais, 3 quarts du temps, là, quand on se fait poser des questions comme professionnel en TI, on répond toujours « ça dépend ». Puis, le « ça dépend », c'est ce qu'on répond le plus souvent. Alors que là, on demande à un expert, à un journaliste d'expliquer en 10 secondes, sans aucune nuance de noir puis de blanc. Dis-moi c'est noir, dis-moi c'est blanc, puis t'as 15 secondes, puis il faut que quelqu'un qui est non initié connaisse, se fasse l'opinion là-dessus. C'est normal que le message passe. On va laisser les journalistes un peu exprimer là-dessus parce que c'est un peu. Nous, on est plus. T'es peut-être plus à même de peut-être nous expliquer l'autre côté de la clôture aussi de ce genre de choses-là. Moi, je suis quand même chanceux parce que dans mon travail, souvent, je vais travailler sur un article pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, je suis sur du temps, fait que je peux envoyer mes questions spécialistes. C'est quoi ta date de tomber? Puis j'en ai aucune idée. C'est quand mon article est prêt. Fait que je n'ai pas ça, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir à répondre à des questions. Puis des fois, tu dis, regarde, attends un peu, c'est pas de même. Si tu veux une réponse intelligente, il faut que j'y pense. Puis là, tu reviens et tu dis, non, c'est correct, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Puis c'est comme, OK, c'est beau. Parce que... c'est pour ça que je passe pas dans les médias. Une fois, on m'a approché, je dis ouais, non, mais j'ai pas le temps, là, j'ai quelque chose d'urgent à régler, je suis mon client, non, mais bye. Mais c'est vrai que la pression du scoop puis d'être le premier, puis des fois, c'est un peu ridicule. Je comprends quand disons, tu veux sortir le scandale des commandites, d'être le premier, ça a vraiment une valeur. Mais sur une panne mondiale que tu le sais que tout le monde va en parler, puis que CNN va en parler 24h/24 pour les prochains 3 jours, d'être le premier, là, mais il y a quand même cette pression-là d'être le premier parce que tu vas avoir les premiers clics. Puis, c'est une industrie qui fonctionne beaucoup à la vitesse. Puis, je sais pas, c'est ça. C'est aussi une industrie qui a perdu beaucoup d'employés. Les salles de nouvelles, c'est rendu, là, je veux dire, le journaliste fait aussi la vidéo, fait son montage, il écrit l'article pour le web, puis... faut qu'il lit ses 200 courriels puis qu'il ne clique pas ses phishing là, en même temps. Là. Bon, on va conclure sur ces belles paroles en espérant qu'on n'ait pas trop déprimé les gens de l'autre côté du micro. Hein? Non, Andréane, elle nous a dit qu'il fallait croire quand même en l'humain, il ne fallait pas lui mettre la faute dessus, donc on va quand même avec quelque chose de positif sur les gens. Donc, non. Il faut aider les gens, puis c'est peut-être un peu ce qu'on manque dans notre métier. On ne met pas assez l'emphase sur faut aider les gens à être de meilleures personnes et aider et que les outils servent à ce qu'ils doivent servir, donc aider les gens et non à trouver le coupable de qui a cliqué sur le lien puis de le punir. Je connais des entreprises qui congédient sur la base d'un clic dans une campagne de phishing. Fait que, c'est-à-dire, on est loin de l'amélioration collective à quoi que ce soit. Fait que je vous remercie énormément. Je remercie le BICER de nous avoir accueillis. Merci les gens dans la salle pour les 2 questions qui se sont risqués à venir parler avec nous. Fait que je vous remercie énormément. Puis à la prochaine, on remet ça. Avec plaisir. Merci. Merci. Bye.